bonjour à tous. Nous allons donc passer à la conversation suivante, celle qui est donc de 18 à 19 heures, la plus longue conversation de la journée, qui est une sorte de couronnement, puisque aujourd'hui, cet après-midi, nous avons parlé de cette œuvre productrice de paroles. Et nous allons donc attaquer maintenant cette grande conversation d'une heure sur le thème de l'art, un excédent de communication. Ça serait gentil à nos invités de mettre leur caméra. Voilà, je vois qu'il nous manque Iglika qui n'a pas mis sa caméra. Alors, j'accueille pour cette conversation Thierry Pozzo, professeur de neurosciences à l'Université de Dijon, également Rebecca Bournico, artiste, pour laquelle la question du langage est centrale depuis très longtemps. Iglika Kristova, qui est plasticienne et qui évolue à l'intersection de l'art et de la science. Claire Fanjoul, dessinatrice qui compose des mondes et des créatures imaginaires. Alain Naoum, cinéaste, photographe, peintre et dessinateur. Et François Réau, que je salue, qui est à droite là de la mire. Vous me voyez faire des petits gestes, en fait, qui est artiste, dessinateur et aussi marcheur par moment. Il nous racontera peut-être un peu tout ça. Donc, pour cette conversation, l'art a un excédent de communication. Nous allons tenter de répondre à cette question. L'œuvre se tient-elle comme la parole entre la langue et le langage? Alors, pour débuter cette discussion, je vais demander à Thierry de nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait imaginer que l'œuvre et la parole ont quelque chose en commun et que l'une comme l'autre pourrait se tenir entre la langue et le langage. Ah, il y a ton micro. Ah, il y a un petit problème de micro. Est-ce que vous pouvez maintenant… Oui, voilà. Et je vois qu'il y a Claire aussi qui n'a pas mis son micro. Alain non plus. En attendant que Thierry… Là, il est activé? Oui. Tu m'entends? Oui, Alain, je t'entends, oui. Thierry? Très bien. Ah, ça y est. Alors, comme quoi le direct a toutes ses joies, mais vous nous prenez en flagrant délit de premier live à Hebdomédia. Et c'est ça Là, quand… ça marche. Ah, ça marche? Ça marche là, vous Ah, m'entendez? oui, ça Oui. marche, Thierry. Bienvenue. Bon. Est-ce que Alors, tu avais merci, entendu? merci Marie-Laure de m'avoir invité dans ce live. Bon, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression d'être un intrus au milieu de tout ce monde artistique et je ne voudrais pas faire tâche, c'est-à-dire je voudrais quand même essayer de m'intégrer et communiquer au mieux avec les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Mais je ne peux pas éviter, en fait, quand tu m'as demandé de donner un titre, j'ai pensé à ce titre, mais en fait, je dois dire que ce n'est pas le mien, c'est celui d'un philosophe qui s'appelle Nietzsche, que vous connaissez peut-être, et que je trouve très inspirant mais pour comprendre ce que c'est qu'une création artistique et en même temps pour essayer de m'approcher, moi, en tant que physiologiste ou neurophysiologiste, de notions un peu plus génériques, un peu plus générales qu'on utilise en philosophie. Donc, pour vous faire comprendre ce titre, il faut que je vous raconte une petite histoire, une histoire, c'est un peu compliqué en fait. Je dois simplifier parce que l'histoire du langage, c'est beaucoup de travaux scientifiques et beaucoup de temps passé. Enfin, donc je peux pas, si vous voulez, je peux pas résumer ça en 3 minutes, mais je vais quand même essayer de le faire le plus simplement possible. En tout cas, la communication, pour comprendre ce que c'est que la communication, il faut revenir très très loin en arrière. Imaginez-vous néandertalien ou je ne sais pas, australopithèque. En tout cas, il y a très très longtemps,
l'humain, c'est une espèce qui est fragile parce que ils sont pas très bons nageurs, ils sont pas très bons grimpeurs, ils sont un peu polyvalents. Hein. L'humain, le bipède, il est polyvalent et donc il est dans un monde qui est extrêmement dangereux. Il a besoin de se protéger et pour se protéger et pour survivre, il faut qu'il se mette en groupe, il faut qu'il s'associe et l'entraide va être déterminante pour préserver en quelque sorte l'espèce. Mais qui dit groupes sociaux dit évidemment communication. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre cette première étape. Et communiquer, donc du coup, ça va être en même temps que le développement que le cerveau va avoir au cours donc de cette phylogénèse, cette capacité à communiquer va se développer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc pouvoir comprendre très rapidement un danger grâce à quelqu'un qui nous prévient, et en même temps pouvoir se mettre à la place de l'autre. Ce qu'on appelle l'empathie, par exemple, l'empathie positive ou négative, c'est-à-dire être content quand son congénère est heureux, être heureux avec lui, ou alors plutôt être heureux du malheur de son ennemi. Vous voyez, ça peut être aussi dans les deux sens. Et ça laisse des traces parce que si vous regardez l'enfant, c'est une petite machine à imiter et donc l'enfant ne peut pas se développer s'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. Ce sont des imitateurs compulsifs et c'est ça la communication déjà, c'est ce dialogue, si vous voulez, implicite par le corps, médié par le corps, qui finalement occupe beaucoup d'espace dans le cerveau d'un humain. Et cette capacité à communiquer, cette capacité à se mettre à la place de l'autre va développer ce qu'on appelle la subjectivité, c'est-à-dire savoir qui est l'autre et qui est moi. La subjectivité, c'est prendre conscience de son propre corps, de son moi, et c'est par la communication, pas forcément verbale, on en parlera après, qu'on peut prendre conscience de soi-même. C'est comme ça que l'enfant arrive à se distinguer des autres, c'est par ce biais de la communication et de l'imitation. Donc du coup, l'enfant, il prend conscience de lui-même, mais par deux voies différentes, par deux modes de communication, par deux modes de conscience différentes. Une conscience un peu, on va dire, vécue, qui est médiée par le corps, et puis une conscience qui est plutôt médiée par le verbe, par la parole. Donc d'un côté, si vous voulez, vous avez une conscience qui correspond à un acteur qui est engagé, et de l'autre côté, vous avez plutôt une conscience qui est celle d'un spectateur, qui est le spectateur du monde et qui délibère et qui est assis dans son sofa et qui regarde le monde se réaliser devant lui. Donc du coup, vous voyez que dans ce développement, et j'arrêterai là, je ne vais pas continuer trop parce que après ça va être un peu, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps parce qu'il faut que je puisse laisser réagir tous les gens qui sont là aujourd'hui. Et me concernant, je suis très intéressé, non pas par ce mode de communication qu'on appelle la langue, c'est-à-dire les mots, les symboles, les chiffres, mais plutôt les modes de communication par le corps, médiés par le corps, c'est-à-dire qu'on pourrait dire le langage, si vous voulez, le langage, c'est les cris, les expressions de détresse, c'est vraiment l'ancrage même dans la subjectivité, l'individu, hein, alors que la langue, c'est l'utilisation de symboles qui font consensus. Donc, autrement dit, quand on parle dans un ensemble, ce que Nietzsche appelle un troupeau, et donc forcément, la langue, c'est plus surfacique, c'est moins subjectif, c'est plus universel, et donc on touche moins, si vous voulez, à l'essence même de ce que c'est que la création artistique. Voilà. Alors, Rebecca, peut-être, Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton rapport œuvre, langue, langage comment est-ce que tu as abordé ça dans ton œuvre? Et puis, on va après faire le tour de nos invités pour savoir comment ça se passe chez eux. Je l'ai abordé, et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez d'évoquer. Je l'ai abordé très tôt dans mon travail, de manière que je définirais aujourd'hui de très intuitive, puisque c'était les balbutiements de mon travail d'artiste, mais qui finalement se sont imposés comme des piliers dans mon travail. Et c'est vrai que le langage et le rapport à l'autre est un sujet que j'ai traité très jeune, dans les années 90,
dans mes premières productions qui étaient à ce moment-là des installations vidéo sous forme de vidéoprojection, et j'avais un travail essentiellement axé sur le portrait avec un rapport très brut à la caméra, puisque à l'époque on est très loin du rapport qu'on a aujourd'hui avec la parole et l'image, c'est-à-dire les réseaux sociaux et cette multitude d'images. À l'époque, je faisais des vidéos, et même si c'était des vidéos, en pratiquant un peu comme avec du film, c'est-à-dire à l'économie de l'image. La première prise était la bonne, et j'ai fait plusieurs œuvres qui abordaient de manière très précise la thématique du langage et la manière dont on s'adresse à l'autre, avec en mettant en forme une relation tripolaire entre la caméra, la personne filmée et moi qui était derrière la caméra pendant le tournage. Et pour être un peu plus précise, j'ai fait une série de portraits qui s'appelait Portraits parlés muets, dans laquelle j'ai dissocié, j'ai demandé aux sujets que j'ai filmés sans les prévenir avant de quel allait être le sujet. Je leur ai demandé de parler d'eux et de ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Donc la question précise était: qu'est-ce que tu penses de toi? Et là, la caméra était en route. Ils sautaient dans le vide, et suite à quoi j'ai isolé tous les moments de silence et tous les moments parlés, avec un jeu ensuite d'écran qui serait trop compliqué à expliquer. Et donc, on se retrouvait en tant que spectateur avec deux temps dans les vidéos: un temps parlé et un temps et tous les temps de silence mis bout à bout, donc extrêmement révélateurs eux aussi. Et puisque vous évoquiez le langage du corps et tout ce que ça implique, là on était en présence effectivement de toute cette relation au verbal et au non-verbal, à travers le corps, les émotions et tout ce qui transparaît malgré soi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le malgré soi, c'est tout ce qu'on dit sans forcément le maîtriser. Et en tant qu'artiste, c'est un sujet dont je me suis saisie très jeune et qui est toujours présent dans mon travail. Pour simplifier, c'est le fantasme un peu de montrer ce qu'on ne voit pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très présent. C'est tout ce qui transparaît et tout ce qui est langage malgré soi. Pour moi, c'est très évocateur, hein. Le silence, c'est effectivement, quand il n'y a plus de mots, en fait, il reste des mimiques faciales. Donc, c'est un échange médié par le corps. Et là, l'œuvre, elle est perçue, mais en même temps, elle perçoit. Enfin, il y a un échange dans les deux sens. Et ben, je suis très content, hein, que vous puissiez traduire ça comme ça, parce que ça correspond exactement à l'idée que je me faisais d'un dialogue entre l'œuvre et le spectateur. Parce qu'en fait, le dialogue, il ne se fait pas avec l'artiste, il se fait avec l'œuvre. Et c'est fait pour être vu et pour voir et être vu, en fait. Voilà. Alors, si je peux continuer brièvement, Marie-Laure, tu me dis, mais j'ai fait une autre œuvre dans laquelle j'ai traité le même sujet une seconde fois, mais avec un protocole et une mise en forme différente. Le protocole de départ était différent, puisque je demandais aux gens, je posais la même question, mais je les prévenais à l'avance. Et ensuite, je leur demandais de venir. Donc, c'était un plan. J'ai toujours filmé, mes séries de portraits sont souvent des plans très que je qualifierais pas de claustrophobiques, mais très près du visage. Donc, vraiment, où le corps est vraiment pour moi une limite entre l'intérieur et l'extérieur. La parole étant une volonté de dialoguer entre ce qui se passe à l'intérieur et de rejoindre l'autre. Et donc, dans cette deuxième œuvre, j'ai demandé aux gens de répondre à cette question: qu'est-ce que tu penses de toi? Suite à quoi, j'ai retranscrit intégralement le langage parlé, donc qui est très différent du langage écrit. On le sait tous si on a pratiqué
l'entretien, n'est-ce pas? C'est même très loin de ce qu'on lit finalement. Et j'ai écrit mot à mot ce que les personnes ont répondu. Et dans un deuxième temps, je les ai invités à revenir pour un deuxième tournage. Et lors de ce deuxième tournage, je leur ai remis une enveloppe donc, devant la caméra en leur disant, voilà, j'aimerais que tu lises ce texte. Et ils ne le savaient pas, mais le texte, c'était ce qu'ils avaient dit lors de la première prise de vue. Donc là encore, on est sur 2 temps très différents. Et lors de l'installation finale, j'ai enlevé la voix du premier. Ok. Non, bah, fini. Non, mais j'ai enlevé la voix du premier, mais on avait juste la lecture, en fait. Le deuxième temps, le temps oral et ce qu'on entendait dans l'installation était la lecture. Donc, avec des réactions extrêmement étonnantes, puisque les gens n'en revenaient pas de ce qu'ils avaient dit la première fois très souvent. Et juste une remarque sur l'idée d'intérieur-extérieur. En fait, ça montre exactement l'ambiguïté des mots. C'est-à-dire qu'on sait, bon, dans le domaine dans lequel je travaille, que le cerveau ne fait pas une distinction aussi nette comme ça entre ce qui nous sépare de l'extérieur. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un ou si on regarde dans le cerveau ce qui se passe, je sais que ce n'est pas très précis, mais on ne peut pas faire une dissociation comme ça entre l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a pas une limite physique, si vous voulez, dans le cerveau, comme la limite physique du corps. Donc, du coup, on ne sait pas où c'est. Hein. Il y a une espèce de zone comme ça, mais qui peut se déplacer. Donc, on ne sait pas trop. On oscille entre des distances, si vous voulez, mais pas entre quelque chose qui est à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Je pense que c'est important dans la période qu'on traverse parce que l'idée, c'est de se mettre un peu en résonance avec l'environnement. Et on est en résonance quand on est situé dans un environnement avec les autres. Ben, c'est intéressant et pour finir justement, le travail en tant qu'artiste, pour moi, il est là. C'est cette limite. Où elle se situe, comment elle bouge. Elle est extrêmement, effectivement, floue, abstraite. Donc, c'est une véritable interrogation pour moi en tant qu'artiste. Et c'est quelque chose que j'interroge en permanence. Marie-Léon ? Elle est partie. Mais non, mais moi, je pense que c'est effectivement un point crucial parce que tant qu'on considérera qu'une œuvre, c'est une chose, on ne pourra pas trop comprendre comment on interagit avec l'œuvre. L'œuvre, elle envoie des choses, mais vous projetez dans l'œuvre. Donc là encore, il n'y a pas une limite très définie, très nette. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence un peu à comprendre du point de vue des sciences cognitives, par exemple. Marie-Laure ? Oui, je suis là, je suis revenue. Est-ce que Iglika, Claire, François, on a perdu Alain, alors il va certainement réapparaître. Est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant, un de vous trois, pour expliquer votre rapport œuvre, parole, langage, langue? Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Eh bien, je suis très heureuse aussi d'entamer cette discussion en sciences et j'étais également intéressée par les 2 interventions du début. Et je voulais revenir en fait sur le terme de communication, parce que autant dans le domaine scientifique, je comprends, enfin je l'appréhende parfaitement, c'est-à-dire qu'on peut parler par exemple de communication cellulaire. Les premières formes de vie étaient dans une sorte de communication et grâce à cela, nous sommes ici aussi, puisque les bactéries ont d'une certaine manière communiqué. Et c'est vrai que c'est un terme qui m'interpelle beaucoup parce que dans le champ artistique, je ne suis pas sûre que ce soit le bon, en fait, sans vouloir vous contredire, Thierry Pozzo, parce qu'en réalité, est-ce qu'une œuvre d'art véritablement communique? C'est plutôt dialoguer pour ma part, puisque en fait, le terme de communication supposerait une sorte
de transmission de messages. Et qui dit transmission de messages dit récepteur et compréhension de ce message par un nombre innombrable de personnes et d'individus. Or, une œuvre d'art, et là, je rejoins peut-être une vision romantique de l'art, a aussi une part transcendantale. Benjamin parlait de l'aura, qui ne peut pas être communiquée, et chacun va vivre l'expérience avec l'œuvre. Quand vous allez dans la forêt, par exemple, alors bien sûr, une œuvre, oui. Iglika, quand vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? À forêt. Oui, et là maintenant vous m'entendez. Donc simplement ce que je veux dire, c'est que quand vous allez dans la forêt, vous regardez les arbres et vous n'avez pas l'impression que les arbres vous regardent? Bien sûr. Non? C'est ça l'idée. Non, je voulais en fait terminer de communication. Ouais. Puisque pour moi, les arbres peuvent dialoguer avec moi, mais ils n'ont pas de message précis à me transmettre, et s'ils ont rien, ils seraient différents pour chacun de nous. Par exemple, les arbres peuvent me murmurer quelque chose, mais ce sera... On est coupé, on n'entend pas tout. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce que vous m'entendez? On a une communication qui est coupée, je pense. Oui, je vais répondre, je vais essayer de répondre. Par exemple, à une... Pardon? Oui, Iglika, vous entendez? Oui, on est d'accord, je pense que ça serait malheureux de ma part de penser que les arbres pensent ou que les arbres émettent quelque chose ou qu'une œuvre d'art existe par elle-même comme une chose. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est celui qui observe. Celui qui observe, il perçoit des choses, c'est obtenir à distance des choses, mais en même temps, si vous voulez, c'est se sentir observé par l'œuvre. Donc ça vient toujours de celui qui est en face de l'œuvre, on est d'accord? Bien sûr, absolument. L'œuvre se fait dans le regard du regardeur, pour paraphraser Duchamp. Mais je voulais, peut-être que le terme de communication n'a pas la même signification pour l'art et pour la science. Et en fait, je pense que en ce qui concerne le champ artistique, il devrait être pour le moins nuancé, puisque on parle de communication visuelle, par exemple, lorsque on désigne des messages. Or, une œuvre d'art, est-ce qu'elle doit être comprise par le plus grand nombre? Je ne suis pas sûre. On peut aussi, en fait, conserver sa part de mystère, ou ce qu'on peut appeler cette dimension qui n'est pas exprimable, donc qui est au-delà. Justement, j'ai essayé de faire comprendre ça dans mon introduction, mais quand il y a une médiation par le corps et non pas par le verbe et le mot, il faut un consensus. C'est des symboles qui sont acceptés. Si c'est le français, c'est accepté par tous les Français. Les gens se comprennent avec le français. En revanche, par le corps, vous injectez de la subjectivité. Donc, ce n'est pas compris par tout le monde, c'est compris par ceux qui ont une forme de subjectivité qui est compatible avec l'œuvre, par exemple. Vous voyez, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, la cognition incarnée. C'est celle qui est implicite. C'est une cognition qui n'est pas… alors, c'est de la subjectivité, donc on s'éloigne de la science, mais c'est un peu mon défaut, si vous voulez. Je suis un peu je suis un peu en bascule, si vous voulez, par rapport à la science qui fait des Moyen-Âge, qui fait des individus prototypiques, etc. Ce qui m'intéresse dans la science, c'est justement d'essayer de comprendre la singularité. Voilà. Je comprends parfaitement, et toute cognition, d'une certaine manière, est une cognition incarnée, et je pense que toute expérience à l'œuvre est une cognition incarnée, puisqu'elle engage notre cerveau, notre corps et notre être au monde. Mais je ne suis pas sûre néanmoins moi je suis très réticente au terme communication lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art. Voilà, mais ça c'est mon point de vue subjectif. Après je vais voir les autres, ceux qui en pensent justement, c'est très intéressant. Voilà, on va passer la parole à un garçon. François, est-ce que tu peux nous expliquer alors, toi, le rapport œuvre, parole, langage, langue? Alors, juste pour présenter rapidement, en fait, pour situer un petit peu. Vous m'entendez? Oui.
Très bien. Donc moi, j'ai une pratique de dessin et d'installation, une pratique de dessin en atelier, mais aussi en extérieur, hein. Donc, ce qui inclut que j'ai pu, comme tu as pu le dire en introduction, faire des performances dessinées dans l'espace du paysage. Et donc, j'introduis entre guillemets ces deux notions qui sont l'espace et le temps, dans la mesure où la réception et donc euh, peut-être la communication ou la façon dont on va pouvoir en parler et dialoguer autour de l'œuvre, elle a, je pense, une incidence aussi dans le contexte dans lequel elle est faite. Et même si moi, par exemple, lorsque je travaille, je me préoccupe pas du tout, lorsqu'on parle de communication, de savoir qui je vais toucher, dans quel but, ou voilà. Euh, Par exemple, par rapport à ce qui a été dit auparavant, je pense que ce qui peut être intéressant de dire aussi dans ma pratique, c'est que euh, je cherche aussi à travers mes sujets qui sont très liés donc au paysage, au mouvement du temps et de l'espace, à utiliser des médiums et aussi des sujets qui sont universels, donc qui peuvent parler entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, au plus grand nombre de personnes, mais aussi quelle que soit sa culture ou son âge. C'est-à-dire que lorsque je fais des installations avec du bois, le bois, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Après, il y a des cultures qui vont Oui, entrer en compte et ça sera peut-être pas réceptionné de la même façon, mais ah, vous m'entendez? Parce que j'entends quelqu'un en double. Ok, voilà. Ouais, ouais. Voilà, donc par exemple, lorsque tu expliquais très rapidement pour que tout le monde puisse s'exprimer, j'ai fait une performance dessinée qui s'est déroulée en Australie suite à une résidence de moi dans le New South Wales. Et donc j'avais une drawing machine dans le dos. Je parle de ça parce qu'en fait, ce qui m'intéressait aussi à travers cette pratique, qui était donc plutôt du dessin prospectif par rapport à la marche, ça me ramène à marche donc de Rousseau. Enfin, il y a beaucoup Kant, donc qui est aussi quelque chose qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle de la pensée en mouvement, et comment créer aussi peut-être quelque chose qui va entrer en résonance avec le plus grand nombre. Et donc, c'est vrai que lorsque je marchais, moi, j'ai fait ma performance donc, sur plusieurs nombres d'heures. Donc, j'avais cette machine à dessiner dans le dos, donc, qui est un cube dans lequel j'ai placé la carte du territoire dans lequel je me trouve. Et ensuite, j'avais mis un petit système qui permettait de dessiner. Donc, en fait, euh, lorsque je marchais, ça dessinait. Si je m'arrêtais, il ne se passait plus rien. Et donc, en fait, j'ai croisé plusieurs personnes, donc des artistes, mais aussi des gens qui travaillaient dans cette réserve naturelle. Et donc, en fait, même s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait ou pourquoi je faisais ça, euh, il y avait quand même une communication. Alors là aussi, je prends des guillemets parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce terme-là. Mais en tout cas, il y avait une discussion qui pouvait s'engager autour de ma pratique, des raisons pour lesquelles je pouvais le faire. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi au-delà de ça, c'est euh, la réception peut être très différente d'une personne à une autre en fonction de son histoire, de sa culture. Mais je pense que voilà, il y a toujours moyen de discuter. Et peut-être pour terminer aussi par rapport à ce qui a été dit au départ, on parle beaucoup de communication verbale, mais il y a aussi quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans mon travail, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une intention de départ, et en fait, il y a souvent un décalage entre ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut dire, qui est souvent quelque chose qu'on veut dire pour soi, qui n'est pas forcément un message pour les autres, et le résultat final. Et ça, c'est toujours intéressant après de pouvoir le confronter avec voilà, des regardeurs lors d'une exposition, lorsque les pièces sont installées ou dans un contexte particulier quoi, de démonstration.
Thierry, on a perdu ton image. Oui, non, mais je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, si j'ai bien compris, mais je ne connais pas exactement le dispositif, donc il y a quand même une machine derrière et ça, c'est pensé. Il y a tout un dispositif qui a été construit, qui a été élaboré. Donc, c'est pas l'intuition directe de celui qui donne un coup de pinceau sur une toile. Mais à l'arrivée, finalement, vous avez une trace d'un comportement, de la locomotion, de quelqu'un qui marche. Et en fait, à travers la marche et puis ce qui s'inscrit sur les dessins sur votre machine, eh bien, vous avez un espèce de lien presque direct, en fait, qui court-circuite tous ces aspects de langue et tous ces aspects de pensée réflexive sur un comportement moteur, finalement. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on est exactement dans ce problème vous faites renaître l'intuition, même si le dispositif est un peu sophistiqué, du dessin, parce que le dessin, il va être en quelque sorte l'expression d'une trace du corps qui se déplace dans l'espace. Exactement, mais c'était tout à fait ça en fait que j'avais fait. Donc on voit la drawing machine à gauche sur l'écran. Donc c'est un cube et en plus ce cube était recouvert de miroirs. Donc en fait c'était aussi quelque chose. Je voulais comme on dit, les Anglais ils parlent de réflexion. Ça réfléchit, mais ça permet aussi de réfléchir. Donc il y avait un petit peu ce jeu-là aussi autour de ce matériau. Et en fait, c'est un dessin unique, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre avait eu la même machine sur le dos, avait fait le même parcours que moi pendant 4 heures, en suivant le même parcours, je pense que, enfin, le dessin aurait été différent parce que ça dépend aussi de la façon dont on se tient. Et ce qui m'intéressait C'est ce aussi qui fait le mystère. c'est ce qui fait le mystère. C'est ce qui fait le mystère de l'œuvre, en fait. Voilà. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi beaucoup autour de ce protocole de dessin, c'était d'une certaine façon un lâcher prise. C'est-à-dire que je ne tenais pas le crayon dans la main sur une feuille, c'était dans mon dos. Et j'aime bien dire aussi que d'une certaine façon, c'est la part de vide qui est en nous qui nous met en mouvement. Et donc voilà, c'était ce cube que j'avais dans le dos qui pouvait être comme une espèce de machine qui enregistrait un petit peu les vibrations du monde, ou en tout cas ma marche dans l'espace du paysage. Non, pour moi, c'est très clair. Ça me permet de parler avec plutôt que de parler de. C'est-à-dire le fait d'avoir cette trace locomotrice. Moi qui suis un bipède qui marche, je peux dialoguer avec, mais pas forcément dialoguer comme on le fait avec la langue et les mots. Voilà. C'était un peu ça l'idée, quoi. Et même si on ne s'entend pas sur ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut en comprendre, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ouvre un spectre, voilà, et en tout cas que ça peut proposer et ouvrir à discussion parce que voilà, je me suis rendu compte que le mode de réception de l'œuvre a intéressé beaucoup de gens de théâtre qui sont habitués à la performance, mais aussi des danseurs, des plasticiens, donc des artistes visuels. Voilà, et c'était intéressant de voir un petit peu la façon dont les gens avaient une perception et avaient envie en tout cas de parler de ce que ça leur évoquait en tout cas. C'est la chorégraphie la plus universelle, hein, la locomotion, avec des styles. C'est ça. Claire, à toi la parole. Oui. Alors bonsoir, oui, je ne sais plus quel visuel j'ai donné, je crois que c'était la Terra Incognita dessinée à l'encre de Chine, dans mon souvenir, ou peut-être les sphères, Utopia. Et dans les deux cas, de toute façon, donc c'est l'idée de créer des cartographies imaginaires dans lesquelles j'invente justement une sorte de langage, un alphabet oui, complètement imaginaire pour nommer des territoires fantastiques. Et à l'intérieur de ces territoires, en fait, on va retrouver à la fois des vestiges du passé sous la forme d'éléments issus des enluminures, l'univers du Moyen-Âge, par exemple, les armoiries, les blasons également. Et puis ces roses des vents qui sont purement ornementales parce qu'elles ne guident pas du tout les voyageurs, on va dire. Donc à gauche de l'image, vous voyez une sphère en bois sur laquelle j'ai dessiné au marqueur Posca
Donc, ces territoires où s'agglomèrent en fait toutes sortes de choses, des éléments aussi bien issus de la culture populaire que je vais aller glaner dans des magazines de promotion, etc., ce qu'on retrouve dans nos boîtes aux lettres. Moi, je vais les transformer graphiquement en fait à l'aide d'un vocabulaire graphique qui est plutôt emprunté à celui de la gravure. Et donc, je vais transformer ces éléments issus de la société de consommation pour les juxtaposer, comme ça, les accumuler de manière pour former des territoires très denses et surchargés, donc en confrontant la culture populaire et les vestiges du passé. Et à droite de l'image, vous avez une cartographie donc, qui va faire l'objet de la couverture de Omni, du livret avec les pages vierges à l'intérieur, le livret d'esquisse. Et en fait, là, c'est réalisé à la plume et à l'encre de Chine. De manière identique, mais sur un format plat cette fois, parce que le format que vous voyez à gauche, c'est une sphère en bois massif qu'on peut tenir en main. L'idée d'un monde qu'on peut manipuler, en quelque sorte, tenir dans les mains et regarder sous différents angles. Alors que donc à droite, sur le papier, ça redevient l'idée du planisphère, ces territoires voilà, dans lesquels on peut voyager en empruntant les chemins sinueux, comme ça que j'ai dessiné, comme pour rythmer un parcours totalement imaginaire, encore une fois. Et donc, l'idée du langage, oui, ça m'évoque tout de suite le vocabulaire graphique. Donc, ça serait l'idée de m'exprimer non pas avec des mots, mais avec des trames, des hachures, des pointillés, tout un système graphique emprunté à l'univers de la gravure et qui me permet de traduire tout ce que j'ai accumulé dans ma mémoire. C'est comme si j'avais rempli ma mémoire d'un répertoire de formes qui vont comme ça jaillir de manière assez spontanée et se juxtaposer les unes à côté des autres. Et c'est ces images juxtaposées les unes à côté des autres qui vont donner un nouveau sens. Si on retrouve un blason avec, par exemple, une tourelle, si elle est juxtaposée à côté d'un animal, d'un animal domestique, voilà, j'imagine que le spectateur va donner sens juste par la présence de ces deux éléments qui ne devaient pas se retrouver l'un à côté de l'autre. Et voilà. Ce que je trouve fascinant dans le travail que vous faites, c'est l'idée de faire ça sur une boule, sur un globe. En fait, pour moi, ça illustre bien l'idée qu'une œuvre, c'est pas abouti, c'est pas quelque chose qui est fini. C'est-à-dire qu'une boule, ça tourne, et donc on n'en finit jamais, quoi. D'abord, on n'a jamais tout en face, il faut tourner autour. Ouais. Donc, il faut s'engager pour se balader. Et donc, ça, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que dès que vous donnez un mot de la fin, je pense que vous fermez la porte. Alors là, il n'y a pas de mot de la fin. C'est un voyage permanent, quoi. Donc ça, c'est la première remarque. Puis la deuxième remarque, c'est je trouve que justement, ces signes complètement ininterprétables, c'est ouvrir la porte à l'inférence, c'est-à-dire le mystère m'oblige à me projeter dans l'œuvre pour essayer de la comprendre. Et donc, vous faites beaucoup travailler finalement l'observateur, le spectateur. C'est pour ça que je trouve ça assez mystérieux. Mais en fait, pour moi, c'est un peu la définition de la fantaisie. C'est un peu ça, quoi. Et je veux juste rajouter, finalement, quand je crée, j'ai pas l'impression que ce soit le spectateur mon premier but. En soi, en fait, j'ai l'impression de créer pour moi-même, vraiment égoïstement et très intimement. Et j'avoue que je pense pas tout de suite à l'idée de qui va l'acquérir ou le regarder lors d'une expo. C'était la même chose dans les grottes de Lascaux. Les gens, ils le faisaient, imaginez. Donc, on ne pouvait pas enlever l'œuvre du rocher, le rocher de la colline du paysage. Donc, ils le font pour eux. Hein. Oui. Vous êtes pareil. J'aime bien cette idée. Voilà. Alors, Alain, à toi la parole. Bon, ben, moi, je viens plutôt d'un travail du cinéma, en fait. Donc, c'est un autre point de vue. C'est-à-dire que
quand on parle de communication d'art, moi, je rentre déjà avec des arts qui communiquent. J'ai l'impression que je dessine, je fais de la photographie, je peins, je fais des images. J'ai l'impression que ça communique avec déjà des gens qui ont déjà communiqué avec ces choses-là. Donc, automatiquement, ce n'est pas des choses complètement inconnues, même si c'est des choses singulières qu'on peut apporter soi-même. Et à partir de là, j'essaye, moi, de travailler sur ce qui apparaît, sur les traces qui apparaissent et qui racontent des récits. Au cinéma, on a souvent le sentiment, pour qu'un film existe, il y a le champ et le hors-champ. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a contaminé dans mon travail, c'est-à-dire ce qui apparaît, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on va faire rendre visible, ce qui dit autre chose par rapport à quelque chose qui n'est pas là. Et donc, je travaille beaucoup sur les traces humaines, principalement en photographie. En dessin, je travaille sur des mises en scène en fait, de personnages un peu imaginaires, où le réel et l'imaginaire se retrouvent. C'est un peu comme dans le cinéma, on est un peu dans cette position-là, c'est-à-dire que quand on fait de la fiction, on essaie de la rendre le plus près de la documenter le plus possible, de la rendre le plus près du réalisme. Et quand on fait du documentaire, on essaye de le faire fictionner. Donc moi, je suis dans cette énergie-là, dans ce rapport-là, constamment. Voilà, si je peux dire quelque chose, j'essaie de... Et on parlait tout à l'heure des traces, des cavernes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les passages piétonniers de Paris, où les gens laissent sur ces passages, en passant, ils marquent leurs traces et ces traces racontent des histoires. Et j'ai photographié ces histoires, bien que les gens n'y soient plus, mais qui étaient comme des apparitions, comme des grottes de Lascaux à ciel ouvert. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de trouver comment des phénomènes artistiques se mettent en place, mais de manière un petit peu que moi je vais rendre visible, mais qui sont anonymes d'une certaine façon. C'est rendre le rapport entre l'anonymat et l'artistique. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Hein, j'aimerais mieux, bon, si on peut me poser une question, je répondrai mieux. Parce que là, c'est un peu difficile. Mais moi, j'ai l'impression que l'art, de toute façon, d'une certaine façon, même si on a nos subjectivités, même si c'est nos silences, même si c'est nos inconscients, même si c'est des choses un petit peu difficiles à éclairer, s'éclaire de lui-même parce qu'il y a déjà une pratique de l'art depuis beaucoup de temps. Les gens la regardent, la voient dans les musées, la voient dans les livres, la voient dans les journaux. Donc j'ai l'impression que cet espace de communication, il existe par lui-même, au-delà de nous-mêmes. Mais quand vous montrez les trois images qu'on a vues au milieu, c'est absolument pas figuratif, mais il y a beaucoup de mouvements. Pour vous, c'est quoi la différence produire quelque chose qui ressemble à rien et puis avoir des photos qui sont plutôt réalistes? On passe vraiment d'un extrême à l'autre. Disons que moi, j'essaie de faire émerger des dispositifs de narration. Hein, c'est des récits. Donc, je travaille par série. Donc, d'un côté, on va dire que la photo du centre, c'est des sacs de chantier aujourd'hui qu'on trouve partout dans Paris. Ça m'a intéressé de m'apercevoir que ces sacs de chantier, quand ils étaient posés, nous racontaient des histoires de forme, des histoires de picturales. Ça me rappelait aussi à Dürer avec ses oreillers, donc des histoires aussi culturelles. Et qu'en même temps, ça me touchait sur l'idée que l'immigration aujourd'hui à Paris, ils étaient dans leur sac, de couchage. Si on prend l'image qui est au centre. L'image qui est à droite, qui est très réaliste, c'est un travail qui a été fait à la Nation sur plusieurs années pour raconter comment un dispositif de siège va induire des images de notre société. Donc ça a été le travail que j'ai fait. Et l'image de complètement à gauche, c'est un peu ce que j'appellerais moi la création. C'est-à-dire que comment nous on se sent, en tout cas moi, comment je me sens comme créateur, jamais fini, toujours en train d'être dans une position de recherche, de trouver ce qui va apparaître, ce qui va m'apparaître aussi à moi-même. Et voilà, donc si on doit parler de ces trois images, mais bon, ma pratique elle est un peu plus complexe que ça. Mais disons, ces images, elles sont là, donc on va en parler comme ça. J'en ai pas d'autres à vous montrer là comme ça, mais je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Si, mais peut-être que quelqu'un d'autre veut intervenir. Je ne veux pas tout le temps parler. Moi, je trouve que c'est des choix qui sont totalement différents, mais finalement, qui mettent le spectateur dans des conditions totalement différentes. C'est-à-dire que il y a une narration dans la photographie. Dans la photographie, il y a, si vous voulez, on peut pas interagir avec l'objet qui est sur la photographie. Il y a une forme d'inhibition. Si on peut pas, il n'y a pas ce qu'on appelle
dans le jargon scientifique ou anglo-saxon, d'affordance, c'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a pas une accointance pratique avec l'objet de la photo. Donc, on va se raconter une histoire. Par contre, dans la sculpture ou dans les objets qui sont présentés, donc là, il peut y avoir, ça laisse la porte ouverte à une interaction possible avec l'objet. Et donc, c'est ça que je trouve très intéressant et très différent donc, d'une forme d'expression à l'autre. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas d'interaction avec ce qu'il voit? On peut pas interagir physiquement, c'est-à-dire que quand vous voyez une pomme sur une photo, vous ne pouvez pas l'attraper, la pomme. Par contre, parce qu'on sait que c'est en 2D, parce que le cerveau, il y a une espèce de système inhibiteur qui vous empêche de faire le mouvement dans votre tête. Mais l'inconscient, il peut travailler là-dessus, sur la pomme. Alors, il peut l'attraper, la pomme, avec l'inconscient. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur une photographie, par exemple, de passage piétonnier où il y a des traces qui ont été faites, je me suis aperçu que, suivant dans les expositions, j'avais des rapports de gens, des retours de gens tellement différents, donc d'une manière d'attraper tellement différente les choses, les images. Aujourd'hui, on attrape des images d'une certaine façon, les gens sont sans arrêt avec cet attrapement d'images. Moi, je donne des cours de photographie dans une école où je m'aperçois que les gens, avec l'image, ils attrapent d'une autre façon. Disons qu'ils n'attrapent pas l'objet d'une manière physique directe, mais ça s'attrape de plein de manières, si vous voulez. Oui, je ne sais pas. Il y a une par ma pratique, moi, en tout cas. Pardon, je ne vous entends plus. Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous réentends. J'ai des problèmes ça ne marche pas très bien chez moi, mais j'entends un peu. Simplement dire, pour répondre très rapidement, qu'en fait, il y a quand même, on voit beaucoup d'images. Vous voyez, avec le numérique, il y a une saturation donc en termes d'images. Et je ne sais pas comment le cerveau il réagit par rapport à ça, mais je pense que voir une image et voir un objet probablement déclenche des mécanismes différents. Moi, j'ai eu une culture par le livre, par les images du livre. Par exemple, les grottes de Lascaux, j'y suis jamais allé. J'ai vu ces images qu'à travers des livres ou à partir des photographies. Et pourtant, j'ai une représentation, une pensée, des choses qui m'ont apporté, qui m'ont fait travailler, qui m'ont fait penser. Je ne sais pas, ça me paraît étrange qu'il n'y ait pas d'effet. On est dans un processus de longue durée, là, ce que vous décrivez. Alors que ce que je décris, c'est un processus dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas immédiatement interagir. Maintenant, si on se donne du temps, on s'assoit sur son sofa, on délibère, on fait des jugements, on peut effectivement se promener dans les grottes de Lascaux mentalement. Oui, mais je vous dirais que tout objet artistique, que ce soit de la photographie, que ce soit du cinéma, que ce soit de la sculpture, c'est un objet temps. C'est un objet qui travaille sur le temps, avec le passé, qui dialogue avec le passé, et qui va aussi dialoguer plus tard avec le futur, avec les autres gens qui vont redialoguer avec. Donc, c'est des objets temps. Elles ne sont pas dans l'immédiateté, rien n'est dans l'immédiateté. Vous avez raison, c'est tout à fait d'accord. Car moi, je vois les choses comme ça, mais bon. Il nous reste une douzaine de minutes. Vous avez peut-être des questions les uns pour les autres, parce que là, bon, la parole n'a tourné qu'une seule fois. C'est le jeu du temps, mais 1 heure, c'est court et c'est long à la fois. Iglika, je me rends compte que je n'ai pas montré ton travail tout à l'heure. Est-ce que tu veux rebondir rapidement pour que je puisse montrer quelque chose? En fait, je n'étais pas au courant de cette monstration. Non, moi non plus. Je ne sais pas quelle image tu as. Oui, voilà. Donc, je ne suis pas du tout préparée avec des images, mais je pense qu'on pourrait dire que je dialogue avec le monde vivant. Je suis en conversation avec le vivant. Alors, oulala, il y a plusieurs choses mélangées là. C'est pas. Il faut regarder uniquement l'image de gauche parce que tout se mélange. Oui, donc en fait, mon travail s'articule principalement autour du dessin, qui investit véritablement tous les champs spatio-temporels de l'œuvre d'art. Ce qu'on voit à gauche, c'est un dessin qui est inspiré des micro-organismes, des matières vivantes que j'observe au microscope.
À droite, en bas, nous avons ce que j'appelle le dessin vivant, c'est-à-dire un dessin réalisé par des micro-organismes qui obéissent aux lois de la nature et reprennent, enfin, qui suivent le cours de leur existence. Et en haut, c'était une commande, donc c'est très différent. C'est un développement de tumeurs. Une vision donc à la fois à gauche scientifique des tumeurs et puis à droite, c'est mon interprétation, disons, subjective de ce développement. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Pardon de vous avoir surpris, mais je me suis dit que c'était bien quand même d'avoir quelques images et j'ai pas eu le temps en fait de vous contacter, de vous montrer les images auparavant. Et est-ce qu'on pourrait quand même, il nous reste encore 10 minutes sur cette question de l'œuvre et de la parole. François, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Claire, Alain, Iglika, Je voudrais Thierry? juste ajouter quelque chose qui a été dit auparavant. Lorsqu'on parlait de la réception des œuvres, et peut-être, voilà, il était question beaucoup de temps, et donc c'est vrai, l'œuvre dans le passé, le présent et le futur. Mais peut-être pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, c'est que je pense que la physicalité de l'œuvre, lorsqu'on prenait l'exemple de la pomme, je pense qu'effectivement, une photo peut être très puissante et ça peut devenir effectivement un espace de projection, on peut la penser. Mais moi-même qui fais des installations, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, lorsque je fais un dessin d'une forêt, lorsque j'étais voilà, dans une réserve naturelle en Australie, même si le dessin est très grand, et une installation qui va reproduire peut-être des sensations ou peut-être même une non-communication qui est pas forcément verbale, mais de ce qu'on peut ressentir. Et voilà, je pense que la physicalité des éléments et des choses, et c'est pas pour rien que lorsqu'on se trouve devant une œuvre ou devant une peinture, je pense que ça remplace pas du tout enfin, il faut être devant. On peut regarder effectivement des œuvres dans des livres ou sur Internet, mais le rapport à l'œuvre est complètement différent lorsqu'on est face à elle. Voilà ce que je voulais ajouter. Rebecca, Ouais. tu es encore là? Non, bah, vas-y Alain, Moi, je vas-y. suis tout à fait d'accord avec ça. Et justement, la photographie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut être devant comment elle a été tirée, sur quel type de papier, comment elle est montrée, comment elle est posée. Tout ça, c'est pas, la photo, c'est pas quelque chose qui n'est pas un objet. C'est un objet lui-même à partir du moment où il y a un travail physique, technique sur tout. C'est-à-dire le cadre, la lumière, le tirage, c'était pour nous les tireurs, le tirage, ils avaient des grands tireurs, ça comptait, c'est-à-dire que chaque chose, chaque étape est importante et ça, il faut être devant pour le. Il y a une fonction physique aussi à l'image. Et voilà ce que je voulais dire par rapport au débat qu'on avait un petit peu tout à l'heure. C'est pas en dehors de quelque chose de physique, voilà. Moi, j'ai ce sentiment-là. Évidemment, on regarde les images d'une certaine façon, c'est-à-dire les photographies, nos yeux ne regardent pas de la même façon les dessins, la peinture, la sculpture, le cinéma, la photographie, bien qu'il y a quelque chose de commun à tout ça, donc on regarde. Mais moi, quand je regarde ces différentes choses, c'est une autre manière de regarder aussi, c'est une autre manière d'appréhender. Chaque fois, c'est notre cerveau, c'est notre culture, c'est quelque chose qui fait qu'on va voir avec, évidemment, comment on est construit, mais on ne le regarde pas tout avec les mêmes yeux, je dirais. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes surpris quand les gens vous parlent du travail que vous avez fait et est-ce que vous avez le sentiment que l'œuvre que vous avez produite et dont on est en train de vous faire le commentaire, est-ce que cette voix-là, vous la reconnaissez? Est-ce que l'œuvre a parlé au public et est-ce que c'est une surprise pour vous?
la manière dont le public finalement vous dit comment il voit votre travail. Rebecca, ah mais vous, alors tout le monde est quoi? Peut-être il commence à être un peu tard. Est-ce que vous êtes surpris par les commentaires? Moi, non. Donc, tu dirais que ton œuvre porte, enfin, et transmet quelque chose que tu as dit et que ça n'excède pas cette chose-là. Non, parce qu'en fait, les choses qu'on peut me rapporter, que je n'ai pas forcément mis dans l'œuvre, c'est la façon dont les gens vont rentrer en résonance avec le travail ou comment ils vont le réceptionner par rapport à leur histoire. Donc, je suis pas surpris, mais voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça crée du dialogue d'une certaine façon. C'est-à-dire que les gens vont aussi peut-être confier des choses. Donc voilà, je suis pas surpris de ce qu'on peut me dire à ce niveau-là, en tout cas. Rebecca? Moi, j'en viens à ce qu'on disait au départ sur le rapport à l'œuvre. Moi, j'ai une vision un petit peu différente. C'est-à-dire que quand je produis, je ne me soucie pas de ce qu'on va penser de l'œuvre, mais en revanche, je suis très attentive au fait de la produire pour qu'elle existe pour les autres. Donc, mais sans être didactique. Donc, j'ai vraiment une émotion très forte à laisser l'œuvre vivre et surtout avoir le retour en fait des gens qui prennent le temps de regarder mon travail. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément et j'y suis extrêmement attentive. Mais pas comme un jugement ou pour interpréter, juste parce que c'est pour moi vraiment le retour du travail. Au final, il existe à travers le regard des autres. Pour moi, le lieu où il existe, finalement, c'est dans le regard des autres et quand ils l'emmènent avec eux, qu'ils s'en souviennent et qui partent avec des images d'un dessin, d'une peinture, d'une vidéo. Ça vit pour moi dans le mental des autres et c'est ce qui me touche le plus. Claire? J'en viens même à me demander est-ce que finalement les œuvres ont besoin d'un cartel dans les musées? Est-ce qu'on a besoin d'un commentaire pour éprouver, ressentir les œuvres? Parfois, ça peut casser aussi. Enfin, moi, je me suis déjà retrouvée face à une œuvre et l'idée d'avoir une explication, ça a brisé en quelque sorte ma lecture. Et à l'inverse, tout autant une œuvre sur laquelle je suis passée très rapidement. Si je me trouve avec l'artiste et qu'il m'explique sa démarche ou si je lis une analyse d'œuvre, là, je peux m'y plonger davantage. Mais voilà, ça peut être assez contradictoire à ce niveau-là. Et du coup, les retours sur mes dessins, c'est assez varié, mais oui, ça va plutôt dans le sens de ce que j'imaginais. Il y a des sirènes dans certains quartiers. Thierry, tu veux ajouter quelque chose? Rebondir? Non, mais je trouve ça très intéressant. Pour moi aussi, ça me permet de mieux comprendre ce que je fais. Et donc, cette idée de l'œuvre pour l'œuvre, évidemment, c'est très important. Non, je voulais simplement revenir, peut-être c'est un peu hors sujet, mais sur le travail que fait Iglika sur ce microcosme. C'est intéressant parce que dans le domaine scientifique, on spectacularise beaucoup, on esthétise beaucoup la science et finalement son travail part d'une intention totalement différente. C'est une forme de communication différente, alors qu'il y a des laboratoires qui s'équipent de dessinateurs pour mettre en scène leurs résultats scientifiques. Je trouve que c'est intéressant de réfléchir sur ces deux aspects, par exemple, en termes de communication. Iglika, tu veux il nous reste 1 minute. Alors, si quelqu'un a quelque chose à dire de vraiment important, c'est maintenant. Moi, je pourrais dire en 30 secondes pour laisser les autres 5 secondes à quelqu'un d'autre, mais pour moi, en fait, tout dessin est subjectif, y compris le dessin scientifique, même lorsqu'il se veut
faire preuve évidemment d'objectivité scientifique. Donc c'est très intéressant de préserver, de revendiquer même cette subjectivité assumée. Même lorsqu'il se veut faire preuve évidemment d'objectivité scientifique. On t'entend en écho parce que tu dois avoir Facebook quelque part, probablement, non? Ou quelqu'un d'autre. Alors, le mot de la fin, Alain. Je dirais que toute œuvre, pour moi, c'est des petits cosmos qui émergent. C'est des petits cosmos qui émergent, des éléments de vie qui arrivent, qui nous projettent. Voilà. Pour moi, c'est ça, les œuvres. Et voilà, vous entendez la petite musique. Il me reste à vous remercier infiniment tous d'être venus. C'est pas facile de discuter. On démarre. On essaiera de faire mieux tourner la parole une prochaine fois. Merci Claire, merci Vika, merci François, merci Alain, merci Rebecca, merci beaucoup Thierry. Et je vous dis à un prochain Omniprésence.